Décembre 2008, le corps d'un jeune homme est repêché dans un canal de Châlons-en-Champagne. Pourquoi il est mort? Comment Stéphane est mort? Je ne comprends pas. Il faut une force extrêmement importante pour occasionner les lésions telles qu'on les observe sur le corps de la personne décédée. Stéphane Cameugne a été vu la dernière fois lors d'une soirée à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Et après, c'est comme s'il se volatilisait dans la nature, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus trace de Stéphane. Dans cette affaire, il est très difficile d'obtenir des témoignages. C'est toujours l'idée que si s'est passé quelque chose de pas acceptable, ça va nuire à l'image de l'école, donc il faut surtout se taire. Quand on va chercher des témoignages sur ce qui a pu arriver à Stéphane une fois sorti de l'école, on ne trouve rien. Qu'est-il arrivé au jeune homme? Voilà un garçon à qui on n'a rien volé, qui a séjourné dans l'eau longtemps et qui s'est retrouvé au fond du canal à quelques centaines de mètres de l'école. Ces dernières années, il y a eu en France une série de noyades inexpliquées. Peut-on les relier à la mort de Stéphane Cameugne? On n'est pas à l'abri de liens entre les affaires. Vous savez, les liens, ils paraissent toujours étonnants parce qu'on dit géographiquement, etc. Il faut savoir que les tueurs se déplacent. Sinueuse et pleine de rebondissements, l'enquête sur le décès de Stéphane Cameugne peut encore aboutir. Nous sommes à Châlons-en-Champagne, petite ville de l'Est de la France située dans le département de la Marne. C'est ici que se déroule depuis quelques années une affaire complexe et mystérieuse. Le 24 décembre 2008, le corps de Stéphane Cameugne a été repêché dans les eaux glacées de la Marne. Ce jeune étudiant de 24 ans avait disparu plus de 15 jours auparavant, le soir de sa remise de diplôme d'ingénieur de l'École nationale des arts et métiers. Considérée au départ comme un simple accident, cette affaire va connaître de multiples rebondissements pour qu'enfin la justice envisage la nature criminelle des faits. Qui a tué Stéphane Cameugne? Pourquoi est-il si difficile d'obtenir des témoignages? Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Dimanche 7 décembre 2008, Jeannette et Samuel Cameugne attendent dans leur pavillon de Maison Alfort leur fils Stéphane. Ils sont inquiets car ce dernier n'a donné aucune nouvelle depuis son départ à Châlons-en-Champagne où il devait passer le week-end. Un week-end de fête pour la remise de son diplôme d'ingénieur dans son ancienne école, l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Jeannette Cameugne a invité des amis pour le retour de son fils. On l'attendait à partir de 15h, puisqu'on avait prévu un dîner avec deux couples amis pour son diplôme. Mais Stéphane n'arrive pas. Ses parents tentent en vain de le joindre sur son téléphone portable. Celui-ci est sur messagerie. Vers minuit, mon mari a dit « je suis fatiguée, je vais me coucher ». J'ai dit « bon, je vais continuer à attendre ». Il est monté, je suis restée de minuit jusqu'à peut-être 2h. Je suis montée, lui dit « Stéphane n'est pas rentré ». Samuel Cameugne, le père de Stéphane, partage alors complètement l'inquiétude de son épouse. On ne voyait pas ce qui pouvait être arrivé à Stéphane. Et bon, je n'ai plus dormi, puis je suis allé dans sa chambre, j'ai fouillé partout, j'ai essayé de prendre tous les contacts que j'avais pu trouver dans sa chambre. Le lundi, au petit matin, Samuel Cameugne contacte les pompiers et les hôpitaux de Châlons-en-Champagne. Sans résultat. Il décide alors d'appeler les camarades d'école avec qui son fils a passé le week-end. Rémi Pierre, qui a fait ses études avec Stéphane, est rapidement alerté. Le lundi matin, en fait, en arrivant au travail, je regarde mes mails et je vois qu'il y a quelques mails déjà ou des gens qui sont de la promotion et qui le recherchent. Je reçois aussi des coups de téléphone dans la matinée pour savoir si quelqu'un l'a revu dans la soirée. À 8h du matin, Samuel Cameugne contacte l'ENSAM où la fête du samedi soir s'est déroulée. Les élèves qui sont à Châlons commencent tout de suite à faire une fouille de toute l'école et des alentours. Ils fouillent tout ce qu'ils peuvent en groupe. Ils trouvent malheureusement rien. Depuis la fin de ses études, Stéphane est consultant informatique dans une grande entreprise parisienne. Ce lundi 8 décembre, il devrait être en mission au siège d'une banque à Charenton-le-Pont. Mais à 9h30, il n'est toujours pas arrivé. Aurélien Thuillard est un ancien élève de l'ENSAM qui travaille dans la même société. Le client nous appelle en disant voilà, je m'inquiète aujourd'hui, Stéphane n'est pas à l'heure. Enfin, ça ne lui ressemble pas. C'était quelqu'un toujours de très ponctuel et très assidu. Aujourd'hui, voilà, je suis inquiet, il n'est pas là.
Les parents de Stéphane apprennent alors que la voiture de leur fils a été retrouvée sur le parking de l'ENSAM. Le couple décide de partir en urgence à Châlons-en-Champagne. Quand nous sommes arrivés à l'école, on a demandé à voir la voiture. On a vu la voiture bien garée. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de signe de quoi que ce soit dessus. Toutes les portes étaient verrouillées. Il y avait son manteau qui était posé sur la banquette arrière. Le siège du conducteur était avancé. On a commencé maintenant à comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'être dehors au mois de décembre, où il fait 4 degrés dehors, sans manteau, c'était pas possible. Démunis face à la situation, Jeannette et Samuel Camogne décident de contacter un avocat. Maître Didier Seban accepte de les représenter. Stéphane n'est pas parti avec son véhicule, ce qui est troublant, puisque s'il a quitté la fête, soit il aurait dû revenir pour la chercher, soit on aurait dû le retrouver quelque part, mais en tout état de cause, s'il est parti et qu'il a laissé sa voiture, il y a déjà quelque chose qui est extrêmement troublant. Où est Stéphane? Avec qui? Que fait-il? Toutes ces questions obsèdent les parents du jeune homme. Pour nous, il fallait que Stéphane soit vivant. Il ne pouvait en aucun moment penser que Stéphane est mort. Non. Non. Ça ne pouvait même pas passer dans ma tête que Stéphane. Je me disais que peut-être... Je me disais que peut-être on l'a enfermé quelque part. Les parents de Stéphane Camogne vont attendre toute la journée des nouvelles de leur fils. Ils tournent et retournent dans leur esprit les quelques éléments en leur possession. Pourquoi la voiture de Stéphane est-elle encore sur le parking de l'école? Pourquoi n'a-t-il pas pris son manteau? Pourquoi son téléphone est-il toujours éteint? Ce lundi 8 décembre à 17 h, Jeannette et Samuel Camogne se rendent à l'hôtel de police de Châlons-en-Champagne pour signaler la disparition de leur fils. Le lendemain, les recherches débutent. Les policiers de Reims viennent se joindre aux effectifs de Châlons-en-Champagne. Cela fait 48 heures que le jeune homme a disparu. Plus les heures passent, plus l'angoisse grandit. Les policiers se lancent à la recherche du moindre indice qui pourrait expliquer la disparition de Stéphane Camogne et surtout permettre de le retrouver. On a fait les battues avec la police dans la neige en appelant Stéphane, croyant qu'il doit répondre quelque part, qu'il est quelque part. 7 sapeurs-pompiers plongeurs du service d'incendie et de secours de la Marne sont mobilisés. Le capitaine Pierre Machillot diligente ses recherches. Nous intervenons donc à partir de 14 h le mardi 9 avec un équipage de plongeurs pour procéder à des recherches donc dans les cours d'eau qui avoisinent l'école des Arts et Métiers. Le mercredi 10 et le jeudi 11 décembre, les investigations se poursuivent. Dieudonné Kenmogne, l'oncle de Stéphane, se souvient de cette attente interminable. 1 seconde, 1 minute, c'est une éternité. Vous gardez votre téléphone 24 heures sur 24. Quand le téléphone sonne, vous sursautez. C'est peut-être Stéphane. Parce que vous vous dites, vous allez peut-être rater le coup de téléphone qui peut sauver Stéphane. De toute façon, comment on pouvait imaginer que Stéphane est mort? Qu'il a eu quoi à son école? Il a été convoqué à l'école pour prendre son diplôme. Le diplôme de fin d'études. Un enfant meurt en prenant son diplôme. Non. Non. Les conditions climatiques hivernales sont difficiles. Les investigations des enquêteurs et des plongeurs sont donc particulièrement compliquées. Il y avait de fortes pluies, il faisait très froid et ensuite les recherches dans les canaux sont très difficiles puisqu'on a une visibilité qui est de l'ordre de 50 cm à 1 mètre mais grand maximum. Ça veut dire que tout se fait à l'aveugle, au toucher, au fond du canal. Très vite, les policiers recueillent les témoignages des camarades de Stéphane, présents à la fête de l'école. Ils disent tous que la soirée de remise des diplômes a été bien arrosée. Éric Lenné, journaliste à l'Union Lardonnais, a le sentiment que cette disparition n'est pas prise au sérieux. Le parquet de Châlons-en-Champagne et les policiers ont déjà une certitude sur les circonstances de la mort de Stéphane Camogne. Ils imaginent qu'il était ivre la nuit du gala et qu'il s'est absenté de l'école et qu'à partir de là, il aurait pu faire une chute dans un canal situé tout à proximité. Les élèves de l'ENSAM se mobilisent et placardent des avis de recherche dans toute la ville. Partout dans les vitrines, sur les poteaux, partout.
sauf sur les grandes grilles de leur établissement scolaire. L'école s'est mise en retrait par rapport à cette disparition. En fait, ils avaient peur d'une mauvaise publicité autour de la disparition de Stéphane Camogne. Imaginer que l'école puisse avoir une quelconque responsabilité dans la disparition de Stéphane Camogne les dérangeait beaucoup. Le 13 décembre 2008, cela fait 6 jours que Stéphane Camogne a disparu. Malgré l'insistance de sa famille, les recherches s'arrêtent. Les pompiers plongeurs regagnent leur caserne. La volonté de savoir de la famille Camogne a mis en mouvement effectivement un certain nombre de choses. Et puis, au bout d'un moment, on passe à autre chose parce qu'on dit qu'on a finalement tout fouillé, tout cherché. En l'absence d'éléments nouveaux, plus aucune investigation n'est menée pour retrouver le jeune homme. Ce qui nous trouble un peu, et c'est le problème qu'on rencontre souvent dans ce genre d'affaires, c'est qu'il ne va pas y avoir tout de suite une enquête de voisinage, un interrogatoire de l'ensemble des élèves qui étaient présents à cette fête. On s'arrête un peu vite, c'est-à-dire qu'on se dit finalement si on ne l'a pas retrouvé là, c'est qu'il est ailleurs. Noël approche. Cela fait maintenant 2 semaines que Jeannette Camogne n'a plus de nouvelles de son fils. L'espoir de le retrouver vivant s'éteint peu à peu. Ce que je demandais au bon Dieu, il dit, bon voilà, Seigneur, s'il est mort, je veux son corps en cadeau de Noël. C'était ma prière. Le 24 décembre, les sapeurs-pompiers sont à nouveau réquisitionnés afin de sonder le canal latéral à la Marne. Au fond de l'eau, un corps est découvert, c'est celui d'un jeune homme noir. Le cadavre est repêché à 14h30. Il porte un pantalon, une chemise et une veste. Dans une de ses poches, il y a la carte d'identité de Stéphane Camogne. Le procureur de Châlons-en-Champagne téléphone en personne au père du jeune homme pour lui annoncer la terrible nouvelle. Samuel Camogne prévient ses avocats de la découverte du corps de son fils. Il contacte maître Corinne Herman, qui s'apprêtait à rejoindre sa famille pour le réveillon de Noël. Il m'annonce de façon toute simple qu'on vient de retrouver le corps de son fils et qu'il va me rappeler pour me donner plus d'éléments. Et j'avoue que c'est un moment que j'oublierai jamais. C'est vrai que ça a été dur quand même d'entendre que ce jeune homme avait perdu la vie. Et ça tombe comme ça, comme un coup près. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient encore aux tripes aujourd'hui. Oui. Le 24 décembre, c'est une date inoubliable dans ma vie. Donc c'était mon cadeau de Noël que j'avais demandé au Seigneur. J'entendais la maman de Stéphane et c'est quelque chose que je ne peux pas décrire mais je ne l'oublierai jamais. Le 24 décembre, j'aime pas ce jour. J'aime pas. Je ne fête pas, je ne fêterai jamais, je vais chez personne. Je reste là, à pleurer. Une information judiciaire est ouverte par le parquet chalonnais pour recherche des causes de la mort. Les officiers de la police judiciaire de Reims se rendent sur les lieux de la découverte du corps. Le cadavre de Stéphane a été retrouvé à 350 mètres d'une écluse, dans un canal situé à quelques centaines de mètres de l'Ensam. Le corps a été découvert à 2,40 m de profondeur, au milieu du cours d'eau. Corinne Lange, journaliste à l'Union Lardonnais, se souvient des débuts de l'affaire. Le corps de Stéphane n'est pas remonté immédiatement sur la berge. Il faut récolter le plus d'éléments possible pour savoir pourquoi Stéphane s'est retrouvé dans ce canal, quelles sont les raisons qui l'y ont mené. Le cadavre n'est repêché qu'1 heure après sa découverte. Arrivent alors sur place un médecin légiste et le procureur de la République. Le docteur Bernard Marc nous éclaire sur les premières constatations réalisées par son collègue lors de la levée de corps. Alors, les premières constatations sont d'abord des signes d'une macération, d'un séjour prolongé dans l'eau, très prolongé. Et puis, sur le corps, l'absence de lésions évidentes de violence. Il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de saignement. La tenue vestimentaire de la victime donne immédiatement des informations importantes. Le corps, lorsqu'il est découvert, est encore habillé. Le seul élément qu'on va trouver, c'est une chemise un petit peu en désordre et puis une braguette ouverte. Le reste des vêtements sur lui n'a pas visiblement été retiré ou n'a pas de traces de
coup de couteau ou de plaie particulière sur les vêtements, puisque bien évidemment, lorsqu'il y a une plaie sur le corps, il y a aussi une plaie sur les vêtements. Dans les vêtements de Stéphane Camogne, on retrouve son portefeuille avec sa carte bleue et 200 € en espèces, mais également son téléphone portable et ses clés de voiture. Et donc, tous ces effets sont encore sur lui. Donc, le mobile crapuleux du vol ne peut évidemment pas être retenu. Il est impossible de déterminer la date du décès. Mais il est d'ores et déjà certain que le cadavre a séjourné entre 2 et 3 semaines dans l'eau. Voilà un garçon à qui on n'a rien volé, qui a séjourné dans l'eau longtemps et qui s'est retrouvé au fond du canal à quelques centaines de mètres de l'école. Le corps de Stéphane Camogne est transporté au centre hospitalier de Reims pour être autopsié. Ses vêtements et son téléphone sont séchés, puis mis sous scellé. Samuel et Jeannette Camogne sont autorisés à voir leur fils une dernière fois. Mais l'autopsie n'ayant pas encore eu lieu, on leur interdit de toucher le corps sur lequel des prélèvements médico-légaux doivent être effectués. J'avais envie de le toucher, mais on me retenait. J'avais envie de l'embrasser. Pour moi, c'est comme s'il dormait. Dans ma tête, il faut que... C'était ça, quoi. Il dort. Il n'est pas mort. J'ai passé des années à regarder par la fenêtre s'il n'arrivait pas. Si Stéphane n'était pas en train de venir. Et mon fils est parti, je n'ai jamais pu le toucher. Jamais. Et ça fait mal. Très, très mal. Les enquêteurs notent que l'endroit où est retrouvé le corps se situe tout près de l'école. Est-ce qu'on peut en déduire que Stéphane Camogne est venu à pied de l'Ensam jusqu'au canal, ce qui expliquerait que sa voiture soit toujours garée sur le parking de l'école? C'est toujours très difficile de commencer une enquête comme celle-ci. On ne sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que Stéphane Camogne a passé une soirée à l'Ensam le jour de sa disparition. Mais pour l'instant, aucun témoignage précis ne peut dire ce qu'il a fait en sortant de cette soirée. Et puis, actuellement, on ne sait pas non plus si le corps est entré dans l'eau à l'endroit où on l'a retrouvé. Comment est-ce que vous expliquez que les recherches soient suspendues le 13 décembre, soit quelques jours après sa disparition, pour ne reprendre que le 24 décembre? Est-ce que c'est parce qu'on considère à ce moment-là qu'il s'agit d'un simple accident, celui d'un jeune homme ivre rentrant d'une soirée qui tombe dans l'eau? Non, ce ne sont que les recherches des pompiers, des plongeurs des pompiers qui sont interrompues le 13 décembre. Les recherches judiciaires et policières, elles continuent. Les plongeurs, ils ont quand même plongé et sondé les canaux pendant 5 jours dans des conditions très difficiles. Je crois que tous les moyens humains et matériels qui pouvaient être mis en œuvre ont été mis en œuvre. Un hélicoptère a même été réquisitionné, il n'a pas pu décoller à cause des conditions climatiques, des conditions météo. Quand les pompiers reprennent leurs recherches le 24 décembre, c'est pour sonder, c'est pour explorer un canal qu'ils n'avaient pas eu le temps d'explorer jusqu'à présent. Bien sûr, plus le corps, surtout en cas d'immersion, est retrouvé tardivement, plus l'autopsie est difficile et délicate. Les premières constatations ne révèlent pas de traces évidentes de violence, aucune trace de coup, aucune blessure par balle, aucun coup de couteau ne sont décelables lors du premier examen externe du corps. La piste criminelle n'est donc pas une évidence. L'enquête qui jusqu'alors était diligentée pour disparition inquiétante est maintenant diligentée pour recherche des causes de la mort. Le médecin qui a constaté le décès ne délivre pas le permis d'inhumer parce qu'il y a un obstacle médico-légal. Le corps n'est donc pas à disposition de la famille ne va pas pouvoir l'enterrer, l'incinérer, l'inhumer, il est à la disposition de la justice. Et la justice va probablement ordonner une autopsie à laquelle ne pourra pas s'opposer la famille. L'hypothèse d'une chute accidentelle suivie d'une noyade est tout d'abord envisagée. Les enquêteurs savent que Stéphane Camogne a participé à une soirée bien arrosée. S'il est tombé dans le canal, bien que sachant nager, la température très froide de l'eau, je rappelle qu'on est au mois de décembre, a pu le saisir et l'empêcher de regagner la berge. Il ne faut pas être trop rapide. Il faut laisser le médecin légiste faire son travail. Son expertise va être déterminante. Lui seul pourra dire les causes de la mort de Stéphane Camogne. Lui seul pourra peut-être dire pendant combien de temps son corps a séjourné dans l'eau. Les phénomènes de putréfaction s'accélérant à la sortie d'un cadavre de l'eau, le corps de Stéphane Camogne est très vite transporté au service de médecine légale de Reims. Il y a urgence à examiner la victime. L'autopsie du corps de Stéphane Camogne a lieu le 27 décembre 2008, soit 3 jours après sa découverte. Le docteur Bernard Marc nous aide à comprendre les conclusions du médecin légiste saisi de l'affaire. Alors les conclusions de l'autopsie vont être doubles. Tout d'abord, il n'y a pas de signe d'une noyade où la personne est
avalé, pris de l'eau en grande quantité. Et puis, des lésions qui surprennent beaucoup chez ce corps, qui sont des lésions de violence, des lésions de traumatisme. Le médecin légiste découvre un traumatisme thoracique postérieur. À droite, toutes les côtes sont cassées. À gauche, 8 côtes sont fracturées. Les os ont perforé les poumons. La colonne vertébrale est brisée. Pour le médecin légiste, ce sont ces blessures qui ont provoqué le décès. Stéphane Camogne serait tombé d'un lieu élevé sur le dos. Selon son rapport, il était déjà mort quand son corps est entré dans l'eau. L'autopsie va conclure au fait que Stéphane Camogne est très certainement tombé d'un pont et aurait rebondi pour se retrouver dans le canal. Stéphane Camogne se serait donc mortellement blessé en percutant la berge, le rebord ou la pile d'un pont. Mais pourquoi ce jeune homme sérieux et responsable aurait-il sauté d'un pont? Les premiers témoignages recueillis permettent aux enquêteurs d'écarter la thèse du suicide. Ils s'orientent vite vers une autre hypothèse, celle d'une victime en état d'ivresse, dont la chute serait accidentelle. Des prélèvements sont effectués pour déterminer le taux d'alcoolémie de Stéphane Camogne au moment de son décès. Et les résultats sont sans appel. Les analyses toxicologiques qui vont être menées en complément d'autopsie vont révéler la présence d'1,90 g d'alcool dans le sang de Stéphane Camogne, ce qui tend à conforter l'idée que Stéphane, effectivement, avait pas mal bu cette nuit-là. Pour la toxicologie, post-mortem, on a une chance, c'est que les métabolismes s'arrêtent, il n'y a plus d'évolution. Et donc, ce qu'on va retrouver est le taux au moment de la mort de la personne. Les enquêteurs doivent maintenant établir quel impact ce taux d'alcoolémie a pu avoir sur Stéphane Camogne. Quel est le comportement d'un jeune homme d'1,90 m, pesant 100 kg, dont le taux d'alcoolémie avoisine les 2 grammes? Le psychiatre addictologue Philippe Battel nous éclaire sur ce point. Ce qui est vraiment important, c'est la tolérance à cette alcoolémie à 1,9. Et finalement, on peut imaginer qu'une femme qui a l'habitude de boire et qui a une alcoolémie à 1,9, eh bien finalement, elle va pouvoir continuer à tenir debout, alors qu'on peut imaginer qu'un grand gaillard qui a jamais l'habitude de boire à 1,9, il peut en effet s'effondrer et perdre très très rapidement conscience et du danger et de là où il est et d'être extrêmement confus, voire agité. La famille et les amis de Stéphane Camogne confient que le jeune homme s'alcoolisait rarement et toujours dans des quantités raisonnables. Un autre élément va être retenu pour accréditer la thèse de la chute accidentelle. C'est la braguette du pantalon de la victime qui est ouverte quand le corps est repêché. Stéphane Camogne aurait pu tomber en urinant. On a là une constatation d'une braguette ouverte. Est-ce que la chute a eu lieu alors que l'homme était en train d'uriner? Est-ce que il avait uriné auparavant en oubliant de remonter cette braguette? On ne peut pas avoir des éléments. Ça reste dans une hypothèse, mais pas quelque chose sur lequel on peut se reposer pour des constatations médico-légales solides. Le médecin légiste conclut que Stéphane Camogne s'est fracturé la colonne vertébrale et cassé de nombreuses côtes en tombant mortellement sur le dos. Les enquêteurs se lancent donc dans Châlons-en-Champagne à la recherche du pont qui pourrait être l'édifice duquel Stéphane Camogne a chuté. On a l'impression qu'on nous fait le scénario à l'envers, c'est-à-dire qu'on trouve le corps, voilà, on trouve le corps, on constate les blessures, on se dit tiens, il est tombé d'un pont, on va chercher le pont. Ça me dérange un petit peu, à l'époque, moi ça me dérange, je trouve pas ça tout à fait cohérent. Ça me paraît trop facile. Les policiers de Reims retiennent 3 ponts. Tout d'abord le pont des Mariniers, dont les piles auraient tout à fait pu causer les blessures. Ils imaginent Stéphane ivre, assis sur la balustrade, perdant l'équilibre et tombant à la renverse, heurtant la pile et finissant dans l'eau. Très vite, cette hypothèse est abandonnée car la situation du pont est incompatible avec le lieu de la découverte du corps. Le cadavre n'aurait pas pu parcourir une telle distance. 2 autres ponts sont étudiés, le pont Pochet, vite éliminé du fait de sa faible hauteur, et le pont de l'Écluse, qui finalement sera retenu comme l'hypothèse d'enquête privilégiée. 2 scénarios sont alors possibles, une chute en arrière ou une chute en avant en urinant. Les avocats de la partie civile restent sceptiques. Quand on voit le pont, on se dit qu'il fallait vraiment vouloir se jeter du pont pour se retrouver en bas de celui-ci et que l'histoire ne marche pas avec un accident.
Cette expertise fait naître d'autres interrogations. Le pont est complètement éloigné de l'école. Qu'est-ce qu'il aurait été faire là? Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas vraiment la direction qu'il pourrait avoir eu envie d'aller en sortant de la résidence. Quand on sort de l'école, on va aller vers le centre-ville. C'est ce qui paraît plutôt logique puisque c'est à 100 mètres, c'est là où on va pouvoir voir du monde, où il va faire jour. Les ponts sont situés dans l'obscurité, il y a vraiment très peu de raisons d'aller vers là-bas, donc c'est ça qui est vraiment étonnant. Pourquoi serait-il allé à un pont? Et s'il avait ce taux d'alcool vraiment élevé, pouvait-il marcher encore? Comment pouvait-il se déplacer? Il n'aurait pas pu. La famille de Stéphane Camogne, épaulée par ses avocats, n'accepte pas les conclusions du médecin légiste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-on tomber d'un pont? S'il tombe d'un pont, il tombe dans l'eau, il se noie, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il n'y a pas l'ensemble de ce fracas osseux qu'on va retrouver sur lui. Et s'il tombe sur la rive, un corps, ça ne rebondit pas, ça n'est pas un ballon. Il n'y a aucune description qui permette d'expliquer ou de dire qu'un corps humain qui tombe sur une berge est capable de rebondir comme un ballon pour se retrouver dans le canal. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Les résultats de l'autopsie sont une surprise car tout le monde ou presque pensait que Stéphane Camogne s'était noyé. En réalité, le jeune homme serait mort à la suite d'une chute qu'il a faite sur le dos. Le médecin légiste conclut même son rapport médico-légal en affirmant que l'hypothèse de la chute d'un pont est vraisemblable. Normalement, au cours d'une autopsie, le médecin légiste fait des constatations médico-légales sur le corps de la victime et discute avec les enquêteurs. Et là, il est très vraisemblable que les enquêteurs lui ont posé la question de savoir si les blessures qu'il constatait pouvaient être dues à la chute d'un pont, ce à quoi il a répondu oui. Mais cette question n'est bien sûr pas formulée dans le rapport du médecin, si bien qu'on a le sentiment que c'est le médecin lui-même, de son propre chef, qui conclut que les blessures peuvent être dues à la chute d'un pont. Enfin, ce qui veut tout de même dire que les enquêteurs avaient bien cette idée en tête. Est-ce qu'ils auraient dû envisager d'autres hypothèses? Bien sûr. On est à ce moment-là de l'enquête dans ce qu'on appelle la découverte d'un cadavre. Et là, eu égard aux blessures, à la gravité des blessures constatées, il est évident que les enquêteurs auraient dû se poser les questions suivantes. Est-ce que c'est dû à un suicide? Est-ce que c'est dû à un accident? Ou est-ce que c'est dû à un homicide? Et là, l'homicide, il peut être de deux natures. Ça peut être un homicide commis parce que l'auteur aurait poussé la victime du pont. Ça peut être un homicide commis n'importe où dans la ville. Et ensuite, l'auteur aurait voulu se débarrasser du corps en l'immergeant. Le taux d'alcoolémie de Stéphane Camogne est un élément qui accrédite la thèse de l'accident. Selon ses proches, il ne buvait pas régulièrement. Cette ivresse a donc pu entraîner chez lui des troubles du discernement et de l'équilibre. Oui, bien sûr. Mais son taux d'alcoolémie n'exclut en rien l'hypothèse de l'agression. Quand quelqu'un est sous l'empire de l'alcool, soit il est très vulnérable parce qu'il n'est pas en état de se défendre et il n'a pas conscience du danger, soit lui-même devient agressif et peut provoquer la bagarre. Les parents de Stéphane Camogne refusent d'admettre les conclusions de l'autopsie. Ils veulent comprendre ce qui s'est réellement passé. Leur avocat leur a alors suggéré de demander une contre-expertise. Sans son intervention, l'affaire en serait probablement restée là. Oui, c'est la preuve une fois de plus, Arnaud, qu'il ne faut pas que les familles de victimes hésitent à se constituer partie civile et à demander l'assistance d'un avocat spécialisé, d'un avocat qui connaisse les arcanes du droit pénal et de la procédure pénale pour que ces familles ne restent pas devant leurs interrogations, leurs questionnements. Cet avocat va les aider à formuler les bonnes questions auprès du juge d'instruction, va les aider à demander des actes d'enquête qui n'ont peut-être pas été faits. Une contre-expertise est donc ordonnée. En attendant, il est essentiel de dessiner la personnalité de la victime. Le profil du jeune homme est un élément important pour tenter de cerner ce qui a pu lui arriver. Était-il un habitué des conduites à risque? Quelle relation entretenait-il avec ses camarades de promotion? Autant de questions dont les réponses pourraient permettre d'éclairer le mystère de son décès. Stéphane Camogne est un jeune homme de 24 ans. Né de parents camerounais, il est le fils unique de Samuel et Jeannette Camogne. C'était notre fils. C'était notre trésor. On l'aimait. Stéphane, c'était, je dirais, la prunelle des yeux de ses parents et de sa famille. C'est un garçon serviable, un garçon gentil, disponible. Il ne nous a jamais posé aucun problème, nulle part, que ce soit à l'école primaire, même une convocation, jamais.
Stéphane est né à Paris, mais à l'âge de 2 ans, il part vivre au Cameroun avec ses parents. Il grandit avec Gracian, son ami d'enfance. Stéphane, je le connais depuis qu'on est tout petit. Pour moi, c'est comme un frère, hein. C'est comme un grand frère avec qui on jouait quand on était plus jeune et de qui on avait beaucoup d'admiration, particulièrement parce qu'il était très brillant. En 2000, alors que Stéphane a tout juste 16 ans, ses parents décident de revenir en France pour lui permettre de poursuivre ses études. À 17 ans, il obtient brillamment son baccalauréat et intègre les prestigieuses classes préparatoires du lycée Louis-le-Grand à Paris. Il travaille alors énormément pour présenter les concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc pour lui, l'école était vraiment un jeu. Étudier pour lui était un jeu, ça lui faisait plaisir d'étudier. En septembre 2004, Stéphane Camogne est admis à l'ENSAM de Châlons-en-Champagne, l'École nationale supérieure d'arts et métiers, l'une des écoles d'ingénieurs les plus cotées de France. Il devient ainsi Gazard, terme désignant les élèves de cet établissement. Il est alors interne et très apprécié de ses camarades. Chez Stéphane, ce qu'on ne peut pas oublier, c'est son sourire. Dans tous nos souvenirs et dans toutes nos photos, de toute façon, il est toujours en train de sourire. En tout cas, tout le monde s'accordait à dire que Stéphane était vraiment quelqu'un de gentil, à l'écoute des autres, dynamique, gai, qui avait envie de vivre. Et voilà l'image qu'on garde de lui. L'élève ingénieur semble n'avoir eu aucun problème avec ses camarades de promotion lors de sa scolarité. Stéphane, on n'a jamais vu une seule fois se battre ou chercher à se battre ou avoir une querelle avec quelqu'un. Au contraire, il était plutôt vu comme quelqu'un qui essayait d'arranger les choses, d'améliorer la situation. Il n'aimait pas l'agressivité, qu'elle soit verbale ou physique. C'était pas tout son genre. Après l'ENSAM, Stéphane Camogne a terminé ses études dans l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs des États-Unis, Georgia Tech, à Atlanta. C'est le seul élève de l'école nationale supérieure des arts et métiers à finir un cursus aux États-Unis. Donc il décroche là-haut un diplôme d'ingénieur. Jeannette et Samuel Camogne sont extrêmement heureux de la réussite de leur fils. Je me souviens qu'il nous disait souvent, vous voyez, donc moi j'ai fait mieux à l'école que vous. C'était la fierté de la famille. D'autant plus que, vous savez, quand on sort de rien, qu'il y a un enfant comme ça, c'est la fierté de la famille. Au moment de son décès, Stéphane Camogne venait d'être embauché comme consultant ingénieur dans une grande société parisienne. Son premier salaire s'élevait à 3 000 € bruts par mois. Le jeune homme s'engageait avec confiance dans sa vie d'adulte. C'est un jeune homme qui vient de réussir un diplôme qui est extrêmement difficile, qui a un très haut niveau d'études, qui est en pleine réussite, qui vient de décrocher son premier travail. Il avait des projets d'acheter un appartement. Donc, c'était évident que dans les 2 ans qui suivaient, Stéphane devait nous présenter une fiancée avec qui il comptait fonder une famille. Brillant, travailleur et ambitieux, tous ceux qui connaissaient Stéphane Camogne lui promettaient un bel avenir. C'est une des rares personnes pour lesquelles je pourrais dire que je n'avais pas de doute sur ce qui pouvait lui arriver plus tard. C'est quelqu'un, à mon sens, qui avait un très grand potentiel, avec un avenir prometteur. Mais Stéphane n'a rien accompli de tout ce qu'il avait comme projet. On ne lui a pas laissé le temps de le faire. Stéphane Camogne a fait de longues et excellentes études. Son décès intervient cruellement au moment où il s'engageait dans la vie professionnelle. Heureux d'avoir trouvé un premier emploi, heureux de faire la fierté de ses parents, le jeune ingénieur est allé recevoir son diplôme avec toute la force que donne la réussite. Les enquêteurs vont se pencher sur sa dernière soirée. Il faut comprendre comment ce jour de fête, cette soirée de consécration à l'ENSAM, a pu aboutir à un tel drame. Jeannette Camogne se souvient presque mot à mot de sa dernière conversation avec son fils, le samedi 6 décembre. Je l'ai eu samedi matin. Je lui ai demandé juste si ça allait très bien, si tout va bien là-bas. Il dit oui maman, ça va, il n'y a aucun problème, ça va bien. Je m'apprête là pour aller pour la remise du diplôme à 9h. On ne l'a plus jamais entendu, c'est la dernière fois, entendre sa voix.
En arrivant à l'école, Stéphane a garé sa voiture sur le parking de l'ENSAM, puis a rejoint la cérémonie de remise des diplômes. Stéphane, je le retrouve à Châlons, donc dans l'école, dans la cour d'honneur, là où a lieu une célébration justement de la nouvelle promotion, là où on chante les hymnes des Gadzarts. J'étais justement à côté de lui quand on a chanté ces hymnes-là. Pour le dîner, Stéphane se dirige avec ses camarades vers un restaurant du centre-ville. À 21 h, ils retournent tous à l'ENSAM pour le grand gala de l'année, appelé par les Gadzarts le bal des Fignos. Près de 2000 personnes sont attendues. Les élèves viennent sur invitation, donc il n'y a pas d'éléments extérieurs à la soirée qui sont susceptibles d'entrer, d'autant plus qu'une société de vigile est présente et que de nombreux agents de sécurité sont postés aux différentes entrées de l'école pour empêcher tout élément perturbateur d'entrer à la soirée. Les invités entrent par la cour d'honneur de l'école. Dans le prolongement de cette cour, la musique commence à résonner dans le foyer des élèves. Un passage extérieur permet de rejoindre un autre lieu de danse, le gymnase, aménagé pour l'occasion. Tous les camarades de promo se retrouvent. Stéphane passe d'un groupe à l'autre, avec bonheur. Je me rappelle l'avoir vu aux alentours de 22 h. On était dans l'une des salles principales en fait, du gala des arts et métiers. On sentait vraiment qu'il était content d'être là. Il profitait de ce moment-là avec l'ensemble de ses camarades. À la soirée, on se voit, on se croise, il est heureux, il est content, il est toujours en train de sourire comme à son habitude. Comme beaucoup d'entre nous, moi le premier, on était également... Alors chaud, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais on avait déjà bu quelques verres et on était bien. On était bien. Les investigations permettent aux policiers de réunir plusieurs témoignages concordants, attestant qu'à 3 h du matin, Stéphane Cameugne était en état d'ébriété. Stéphane ne se sent pas très bien et donc son ami va le conduire à la bibliothèque de l'école, qui est un endroit un petit peu à l'écart de la fête, où les gens qui se sentent un peu fatigués ont l'habitude de se retrouver pour récupérer. Stéphane a été amené dans cette bibliothèque pour se reposer. Il s'est endormi et après, la personne qui l'a accompagné a quitté la pièce. À partir de ce moment-là, Stéphane Cameugne n'aura plus aucune conversation avec ses amis. Moi, je suis parti de la soirée vers 3 h parce que j'ai rejoint l'hôtel que j'avais réservé dans la ville. Donc je ne me souviens pas exactement à quelle heure je l'ai vu, mais en tout cas pas après 3 h. Un Gadzart qui ne connaît pas Stéphane Cameugne déclare aux enquêteurs: j'ai vu vers 3 h 30 du matin un grand black sortant de la bibliothèque. Il ajoute que le jeune homme titubait et se déplaçait avec difficulté et qu'un vigile est intervenu à sa demande. Le vigile va rattraper Stéphane Cameugne alors qu'il manque de chuter et curieusement va les conduire de la soirée et le mettre en dehors de l'enceinte de l'école. Stéphane Cameugne aurait été expulsé de la soirée. On sait que la sortie de l'école de Stéphane ne va pas se dérouler dans des bonnes conditions. On sait que Stéphane va plutôt être poussé dehors par les vigiles, qu'il va y avoir un incident avec eux, que la voix va monter. Plusieurs personnes vont nous décrire une situation quasiment de bagarre. Stéphane veut re-rentrer dans l'école parce qu'on l'empêche de rentrer. Et Stéphane s'en va à ce moment-là. Et après, c'est comme s'il se volatilisait dans la nature, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus trace de Stéphane. Il semblerait que Stéphane Cameugne ait tourné à gauche en sortant de l'école. Savait-il où il allait? Voulait-il rejoindre le parking où était garée sa voiture? Était-il saoul, au point d'avoir perdu tout discernement? C'est un garçon sérieux, avec un esprit cartésien, c'est un garçon qui ne fait pas les choses n'importe comment, et on ne peut pas imaginer, même avec une dose d'alcool assez importante, qu'il ne se soit pas repris et qu'il ne soit pas rentré à nouveau dans l'enceinte de l'établissement pour se reposer soit dans sa voiture, soit dans une chambre, mais certainement pas errer sans but et seul à l'extérieur de l'école. Les amis de Stéphane Cameugne disent être revenus à la fin de la soirée dans la bibliothèque pour chercher leurs camarades. Son absence les a alors intrigués.
À ce moment-là, cet ami, en compagnie d'un autre, vont chercher Stéphane dans l'enceinte de l'école, mais également à l'extérieur, aux abords immédiats de l'école. Mais ils ne vont pas trouver trace de sa présence. Il y avait ce soir-là près de 2000 personnes à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Pas une ne sait où est passé Stéphane après 3h30 du matin. Vous imaginez 2000 jeunes réunis dans l'école, qui vont faire la fête toute la nuit, qui vont sortir, rentrer, les mouvements qui se passent naturellement. Il y a une agitation phénoménale à Châlons, qui est une petite ville, le jour de la disparition de Stéphane. Or, quand on va chercher des témoignages sur ce qui a pu arriver à Stéphane une fois sorti de l'école, on ne trouve rien. Il semblerait que Stéphane Camogne se soit fait expulser de la soirée au moment où la fête se terminait. Cette information est importante car cela veut dire qu'il y avait alors du monde dans les rues autour de l'Ensam, des centaines de personnes, potentiellement des centaines de témoins. Le jeune homme ne pouvait pas passer inaperçu dans les rues de Châlons-Champagne. Grand, costaud, la peau de couleur noire, autant de caractéristiques qui auraient pu retenir l'attention de témoins. Pourtant, personne n'a, semble-t-il, vu Stéphane après sa sortie de l'école. Les légistes de l'Institut médico-légal de Paris sont alors saisis pour réaliser la contre-expertise ordonnée. Leurs conclusions, en date du 9 janvier 2009, sont un véritable coup de théâtre. Le médecin légiste, saisi de la contre-expertise, décrit le même traumatisme dorsal. Mais contrairement à la première autopsie, n'associe absolument pas ces blessures à la chute d'un pont. Et la contre-expertise va venir confirmer nos doutes, puisque l'expert, lui, va conclure que ce choc ne peut pas être compatible avec la chute d'un pont. Cette deuxième expertise fait naître une nouvelle hypothèse d'enquête. Stéphane Camogne aurait été victime d'un accident de la circulation. Stéphane Camogne aurait donc été percuté par un véhicule. Le juge d'instruction décide alors d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire avec délit de fuite. Les policiers cherchent maintenant à établir quel véhicule circulait à Châlons-en-Champagne, la nuit du gala, à partir de 3h du matin. Les gens repartent chez eux, reprennent leur voiture. Il y a du monde qui circule dans la rue autour de l'école. Après derrière, en fait, il y a quand même une route tout simplement donc à double sens, donc il faut quand même être toujours très vigilant. Si on est un peu trop éméché, on a un peu moins donc les idées claires, il faut malgré tout à un moment donné avoir une certaine attention quand on traverse la route. Les investigations sont vite diligentées pour savoir si une voiture a pu être accidentée ce soir-là. Sur l'hypothèse de l'accident avec délit de fuite, il y aura vraiment une enquête importante qui va être menée parce que c'est un rebondissement dans le dossier et qu'il faut traiter tout de suite, contacter les garagistes, vérifier si des véhicules ont présenté des traces qui pourraient nous mettre sur la voie d'un suspect. On ne retrouve rien d'exploitable, il y a des personnes qui vont être entendues, il y a des véhicules qui vont être examinés, mais ça ne donne rien. Cette nouvelle hypothèse d'enquête sidère Jeannette Camogne. Qu'il soit renversé par une voiture, moi, tout ce qui me passe par la tête, je dis, mais si quelqu'un a cogné Stéphane avec une voiture, la personne s'est arrêtée pour porter le corps pour aller jeter dans l'eau. Est-ce que une personne peut porter un corps comme ça pour aller jeter dans l'eau ou je me pose la question. Qui pourrait en voiture percuter un homme, puis jeter son corps dans l'eau avant de disparaître? Quel type d'individu ferait cela? Le psychiatre Fabien Aubin décrypte la situation. Tuer quelqu'un en voiture, c'est un événement chargé émotionnellement. C'est habituellement difficile à gérer, ce genre d'événement-là. Donc après, vous avez des modalités de réaction extrêmement variables. Vous appelez la police si vous êtes un peu tranquille dans votre tête. Mais si vous avez bu, si vous savez que vous encourez une sanction pénale extrêmement lourde, si vous-même, en conduisant, vous êtes mis dans une situation à risque en roulant très vite dans une ville déserte, vous pouvez être conduit dans un moment de panique à faire disparaître le corps, simplement pour vous soustraire au risque pénal auquel vous vous exposez. C'est aussi bête que ça, et ça, c'est assez fréquent. L'accident mortel et le délit de fuite sont donc envisageables. Nous sommes allés rencontrer un expert accidentologue pour déterminer quel type de véhicule aurait pu percuter Stéphane Camogne.
Christophe Ledon a l'habitude de reconstituer en images de synthèse le scénario des accidents. Il a exceptionnellement accepté de réaliser pour nous différentes modélisations. Première hypothèse, celle d'une victime percutée par une petite voiture, une citadine classique. Lorsqu'on a un piéton qui est percuté par ce type de véhicule, on a des lésions qui sont situées au niveau des membres inférieurs, donc principalement les tibias ou péronés éventuellement. La tête va percuter le capot ou en fonction de la vitesse, on va avoir une tête qui va percuter le pare-brise. Stéphane Camogne n'a pas de blessure ni de fracture aux membres inférieurs. Il est donc impensable qu'il ait été percuté par une citadine. La fracture de sa colonne vertébrale se situant à 1,35 m du sol. Il faut rechercher un véhicule ayant un pare-choc à cette hauteur. Pour un 4x4, même un très gros 4x4, on n'aurait pas des hauteurs jusqu'à 1,35 m, ça paraît difficile. Donc il faudrait plutôt que ce soit un poids lourd ou un véhicule beaucoup plus haut au niveau de la face avant pour qu'on ait ce type de lésion. L'accidentologue émet une nouvelle hypothèse. Est-il possible que les lésions constatées sur le corps de Stéphane Camogne soient la conséquence d'un choc avec un poids lourd? La simulation par modélisation de l'expert permet de réfuter cette idée. On aurait également des lésions au niveau de l'arrière de la tête, puisque là on a une face avant qui est très haute sur un bus ou un poids lourd. Donc on viendrait percuter à la fois le dos mais aussi la tête. L'autopsie révèle bien que Stéphane Camogne n'a aucune lésion à la tête. Une autre hypothèse est alors envisagée. Stéphane, ivre, se serait endormi sur une route et aurait pu être victime à ce moment-là d'un accident. C'est un scénario qui pourrait être envisageable, surtout par rapport au fracas thoracique dorsal. Donc ça correspond bien à des lésions de type franchissement. Les vêtements de la victime sont analysés. Le velours de sa veste est aplati à certains endroits, mais il est difficile de croire que ce sont des traces laissées par le pneu d'un véhicule. On ne va pas voir de lésions abrasives très importantes, expliquant un frottement, un passage sous le véhicule. On ne va pas voir de marques de graisse comme un corps qui aurait été en partie franchi ou qui serait passé sous un véhicule. Donc des éléments qui sont manquants. Bien sûr, on peut dire que le corps est resté dans l'eau, mais certains auraient laissé sans doute des traces, notamment les lésions abrasives et notamment la graisse qui pourrait être encore retrouvée sur les vêtements. L'accidentologue Christophe Ledon ne pense pas que Stéphane Camogne ait été renversé ou écrasé par un véhicule. Pour lui, la cause de la mort du jeune homme est à chercher ailleurs. On a une lésion quasi unique, donc un fracas thoracique dorsal, et donc on peut difficilement le corréler à un choc d'un véhicule contre un piéton, quel que soit le type de véhicule. La contre-expertise médico-légale indique que les blessures de Stéphane Camogne n'ont pas été causées par une chute. Cette fois-ci, le légiste conclut à un choc qui aurait propulsé en avant la victime. Et ce n'est qu'après, alors qu'il était déjà mort, que son corps aurait été jeté dans le canal. Les enquêteurs envisagent donc maintenant l'hypothèse d'un accident de voiture. S'il s'agit d'un accident causé par une voiture, on parle alors d'homicide involontaire. Et cet homicide involontaire pourrait être aggravé par la commission d'autres délits. Par exemple, le fait de ne pas s'arrêter pour porter secours à la victime constituerait un délit de fuite. Quant au fait de se débarrasser du corps de la victime en le jetant à l'eau, constituerait une circonstance très aggravante. On rentrerait alors dans une autre dimension. Les investigations n'ont pas permis de retrouver de véhicules accidentés cette nuit-là. Aucune trace n'a été constatée sur la voirie, mais il est vrai qu'il a plu énormément les jours suivant la disparition de la victime. Comment est-ce que vous expliquez que deux médecins légistes puissent avoir des conclusions si différentes? Le problème des experts, c'est que parfois ils contredisent d'autres experts. Et bien sûr, dans nos enquêtes, on tient compte de ces expertises, même si on ne les prend pas pour paroles d'évangile. Ce qui est intéressant dans ces expertises, c'est qu'elles donnent un éclairage scientifique, un éclairage technique aux enquêtes. Et quand elles sont discordantes, on essaie de comprendre pourquoi elles sont divergentes, et puis on essaie aussi de trouver les points de convergence, car bien souvent, il y a aussi des points de convergence. Nous avons cherché à savoir si les blessures de Stéphane Camogne pouvaient être la conséquence d'un accident de voiture. Les petits films de simulation réalisés pour nous par l'accidentologue fragilisent un peu cette thèse. Je respecte parfaitement les conclusions de cet expert, mais je ne les partage pas forcément.
Pour moi, l'hypothèse d'un choc avec une voiture reste tout à fait possible. Stéphane Camogne pouvait être penché au moment de l'accident et non dans une position parfaitement verticale comme le présuppose l'expert. Dans le contexte de cette soirée très alcoolisée, l'hypothèse d'un accident automobile reste tout à fait cohérente. Les enquêteurs de Reims vont donc continuer leurs investigations, mais ils vont se heurter sans arrêt à leur incapacité à établir avec certitude les faits et gestes de Stéphane après son expulsion. Ils décident donc de retourner dans l'école pour mieux comprendre l'organisation de la soirée. Les policiers se penchent sur les traditions de l'ENSAM. Qui sont les Gazards? Comment accède-t-on à ce titre? Marie-France Henry préside le Comité national contre le bizutage. Elle connaît bien les us et coutumes de cette grande école. On accède à ce statut, en quelque sorte, de Gazard après une période de 3 mois qui se situe au début des études, qui s'appelle l'usinage, et au cours de laquelle on est censé inculquer aux nouveaux les traditions de l'école. Pour Marie-France Henry, ces 3 mois d'usinage sont en fait un véritable bizutage. Les élèves de première année sont alors contraints d'obéir à leurs aînés, qui leur dictent des conduites, leur apprennent des hymnes et les entraînent dans des célébrations initiatiques au milieu de la nuit. Tout se passe au sein de l'école. Tous les jours, ça recommence, les soirées très tard où on répète en boucle les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes chants, etc. Et tout ça, c'est destiné à casser la résistance du nouveau et à le faire entrer dans un moule. On apprend la culture des Gazards, c'est-à-dire l'histoire des Gazards, tout ce qu'on peut apprendre, les anciens Gazards qui sont devenus célèbres, tout ce genre de choses. Et c'est après avoir appris tout ça, avoir partagé, avoir créé une vraie promo, puisqu'on se connaît tous, qu'on considère qu'on est une promo de Gazards et qu'on fait cette soirée du Gala des Fignos qui représente le baptême, la fin, le début de la vie des Gazards. Le baptême des Fignos a toujours lieu le jour de la remise des diplômes de la promotion sortante. Et ce 6 décembre 2008, c'est celle de Stéphane Camogne, la promo 204, qui est à l'honneur. Cette soirée est censée être la soirée de réconciliation, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire, voilà, maintenant on est tous des Gazards, on est tous les mêmes, on vous accueille dans notre communauté. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'entrer dans une secte, dans une communauté fermée auquel les non-Gazards n'ont pas accès. Les policiers de la PJ de Reims se demandent si la soirée n'a pas abrité la fin du bizutage des nouveaux élèves. On peut imaginer que, en tous les cas, peut-être pas dans les salles du gala, mais dans d'autres salles de l'école, il y a eu voilà, des rituels, ou en tout cas des rituels d'intégration de certains nouveaux élèves. On peut imaginer que Stéphane y ait participé et que ça ait dégénéré. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette école. Ce que je sais, c'est qu'il pouvait y avoir ce genre de rituel d'intégration ou de désintégration, c'est-à-dire de sortie de l'école. Tous les camarades de Stéphane s'accordent à dire qu'aucun bizutage n'a eu lieu ce soir-là. C'est absolument pas une histoire de bizutage. On est juste là en train de fêter l'arrivée des nouvelles personnes dans l'école, de nouveaux Gazards. Et c'est pas du tout une soirée, c'est pas du tout du bizutage. Tous les Gazards assurent que le gala est juste un rendez-vous important pour renforcer les relations qui les unissent tous très fortement. Et entre les Gazards, on a toujours un lien qui perdure d'année en année. C'est un lien de fraternité, de solidarité. On est toujours là à s'aider, à s'entraider dès que quelqu'un a un problème. On est toujours liés comme une famille. On est camarades, on fait partie de la même promotion. On est vraiment soudés. C'est aussi important. Et c'est une particularité aussi de notre école. On se soucie en fait vraiment les uns des autres. Devant l'ENSAM, la devise de l'école est gravée sous une statue. Que notre volonté de servir, fidèle à la tradition qui la guide, demeure ardente et pure, comme la flamme de notre amitié fraternelle. Comme ses camarades, Stéphane Camogne connaissait par cœur cette devise.
Tous les élèves insistent sur l'importance d'être un Gazar. Ils soulignent leur sentiment d'appartenir à un clan, à un groupe soudé où l'entraide est la règle. Mais les policiers ont appris que c'est un Gazar qui aurait demandé à un vigile de sortir Stéphane de l'école. Or, son état d'ébriété et donc sa vulnérabilité ne faisaient alors aucun doute. Devant cette contradiction, les policiers tentent d'en apprendre davantage sur l'emploi du temps de Stéphane Camogne cette nuit-là. Ils veulent des précisions et cherchent des témoignages, mais il est difficile d'obtenir des réponses. Du point de vue de la famille, des journalistes qui ont pu être sur place et qui nous ont décrit la situation, il y a une espèce de blackout après la découverte du corps de Stéphane qui s'introduit totalement dans l'école. On ne peut plus rien savoir, plus personne ne parle à la famille, et on a ce sentiment-là que finalement tout le monde a peur qu'il y ait quelque chose qui sorte ou qui se sache ou que ça salisse l'école. L'école ne voulait pas être associée véritablement à la disparition de Stéphane. Ça les dérangeait. Je pense qu'ils auraient préféré que tout se soit passé en dehors de l'enceinte. En tous les cas, on aurait pu penser que si l'un des leurs était atteint, les autres allaient se lever pour essayer de lui rendre justice. Et en l'occurrence, c'est exactement le contraire qui se passe. Surtout, il ne faut pas leur en parler. Surtout, circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y a quand même un gamin qui a perdu la vie dans l'histoire. Quelle que soit la façon dont il a perdu la vie, ça reste en lien avec l'école, ça reste en lien avec cette soirée, ça reste en lien avec le fait qu'il soit à Châlons à ce moment-là. On a l'impression que cette école se referme. C'est l'omerta, on ne touche pas au Gazar. Le seul témoignage qu'on a, c'est quoi? C'est qu'il a bu. Il a bu, oui. Qu'est-ce qu'il a fait après? Personne ne dit plus rien à ce moment-là. C'est comme s'il était seul là-bas. La direction de l'école n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et nous avons constaté la difficulté de recueillir des témoignages de Gazar. La promotion de Stéphane Camogne a désigné un porte-parole pour répondre à nos questions. Un autre ami de Stéphane que nous avons contacté s'est vu refuser l'autorisation de nous parler. C'est toujours comme ça avec les Gazar. Parler aux élèves, c'est difficile. On veut contrôler tout ce qui va être dit. Il y a des responsables qui n'ont pas été choisis au hasard et qui sont chargés de porter la parole des élèves, des anciens élèves ou de l'école. Cette culture du silence laisse forcément planer un doute sur la sincérité des témoins de la dernière soirée de Stéphane Camogne. Ont-ils tout dit sur le déroulement de la soirée? Est-il vrai que plus personne n'a croisé le jeune homme à l'ENSAM après son expulsion par un vigile à 3h30 du matin? Et si Stéphane Camogne avait trouvé la mort au sein de l'établissement? Ce qu'on sait, c'est qu'il sort de l'école, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rentré dans cette école. On sait, par exemple, le parking, on pouvait rentrer assez facilement, donc il a pu contourner l'école, rentrer par une autre porte. Mais c'est toujours l'idée que si s'est passé quelque chose de pas acceptable, ça va nuire à l'image de l'école, donc il faut surtout se taire. La communauté de Gazar est suffisamment unie pour que la loi du silence subsiste pendant des années, voire toute la vie. L'idée du pacte du silence, oui, on peut l'imaginer parce que c'est toute votre carrière qui est en cause. On sait que les anciens vont aider les jeunes qui arrivent dans la vie active. Je dirais que quelque part, c'est ce qui nous explique l'omerta à laquelle on se confronte, c'est que c'est toute la structure qui se protège. Depuis le décès de Stéphane Camogne en 2008, les soirées de l'ENSAM de Châlons-en-Champagne ont plusieurs fois tourné au drame. En décembre 2012, au bal des Fignos, un jeune homme a été grièvement blessé à la main à coups de tesson de bouteille. Le 31 mai 2013, nouvelle tragédie, puisqu'un Gazar décède après avoir été frappé dans l'enceinte de l'école. Stéphane appréciait ses camarades et ce monde fermé et mystérieux auquel il était fier d'appartenir. Aujourd'hui, face au comportement de l'ENSAM et des élèves, Jeannette Camogne ne croit plus à la fraternité entre les Gazars. Les Gazars, Stéphane a tellement aimé son école. Stéphane a tellement parlé de la famille de l'école que ça nous a même endormis. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ça de la même façon.
Pour la préparation de cette émission, nous avons cherché à contacter des camarades de promotion de Stéphane Camogne et nous avons été assez étonnés par la méfiance des anciens élèves de l'ENSAM. Dans chaque numéro de Non Élucidé, nous recueillons des témoignages pour dessiner la personnalité de la victime et pour essayer de retracer sa dernière journée, en l'occurrence sa dernière soirée. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Marc, de cette réticence des anciens élèves de l'ENSAM à communiquer ? Oh, quand les policiers ont à enquêter dans des milieux soudés, des milieux fermés, des milieux à forte tradition, ils se heurtent exactement aux mêmes résistances. Je ne sais pas si dans cette affaire, les Gazards ont quelque chose ou non à cacher, mais leur respect excessif du groupe, leur respect excessif du silence pourrait le faire croire. Leur manière de défiler, leur manière de chanter en défilant, leurs uniformes, leur transmission des rites de génération en génération, de promotion en promotion, fait penser à une école militaire, fait penser à la Grande Muette. Est-ce que vous pensez que Stéphane Camogne a pu être agressé dans l'enceinte même de l'école ? Le 31 mai 2013, un élève de l'ENSAM a été agressé mortellement à coups de poing au cours d'une fête organisée dans l'enceinte de l'établissement. L'auteur des faits a été identifié et arrêté. Je précise qu'il ne s'agit pas du tout d'un élève de l'ENSAM. Cette affaire n'a bien sûr rien à voir avec le décès de Stéphane Camogne, mais ça prouve quand même que ces fêtes alcoolisées, trop alcoolisées, peuvent dégénérer en bagarre, en rixe mortelle. Est-ce qu'on peut envisager qu'un ou plusieurs individus aient frappé à mort Stéphane Camogne, les transporter à l'extérieur de l'école pour ensuite aller se débarrasser du corps en le jetant à l'eau ? Ça paraît difficile et improbable, parce que primo, il aurait fallu que Stéphane Camogne revienne dans l'établissement après son altercation avec les vigiles sans que personne ne le voie. Deuxièmement, il aurait fallu qu'une bagarre éclate au sein de l'établissement sans qu'il n'y ait aucun témoin. Et troisièmement, il aurait fallu pouvoir sortir le corps sans que personne ne s'en aperçoive. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y avait encore plus d'une centaine de fêtards dans l'établissement et autour de l'établissement. Mais surtout, Jean-Marc, pour l'instant, aucune des deux expertises médico-légales ne permet d'envisager que Stéphane Camogne soit mort sous les coups d'un agresseur. Deux thèses se sont succédées, celle de la chute d'un pont, puis celle de l'accident de voiture. Le 8 octobre 2009, le juge saisit un expert traumatologue, chirurgien orthopédiste. Il lui demande de se pencher à son tour sur les fractures de Stéphane Camogne et ses conclusions vont aboutir à un nouveau rebondissement dans l'enquête. La reprise des dossiers existants va conclure à un traumatisme qui a pu être occasionné avec un mécanisme extérieur, probablement un objet contondant très lourd. Mais il faut imaginer un mécanisme d'une grande violence. Et il faut une force extrêmement importante pour occasionner les lésions telles qu'on les observe sur le corps de la personne décédée. Le nouvel expert conclut que les blessures de Stéphane Camogne ne peuvent être la conséquence de la chute d'un pont. Il réfute aussi l'hypothèse de l'accident de voiture. Cette fois-ci, le médecin évoque une agression mortelle à l'aide d'un objet contondant de type batte de baseball. On est là, cette fois-ci, sur la thèse de l'homicide volontaire, c'est-à-dire du meurtre. On a le sentiment qu'on s'approche de la vérité. Il nous manque certes beaucoup de pièces du puzzle, mais on a un sentiment que quelque chose se dessine. L'expert traumatologue se penche également sur les vêtements que portait la victime au moment de son décès. Il portait une veste en velours côtelé, un costume en velours côtelé. On va retrouver des traces qui sont des traces tout à fait particulières, qui sont laissées sur le vêtement qui est carrément brûlé par ces traces. Et le fait que le vêtement soit brûlé par ces traces donne l'idée qu'il y a eu des coups qui ont pu être portés dessus, des coups très forts qui ont imprimé sur le tissu et que ces traces ne disparaissent pas après 15 jours de résidence dans l'eau. Les traces seraient donc les marques des impacts de coups répétés. Les enquêteurs cherchent alors à comprendre dans quelles circonstances Stéphane Camogne aurait pu recevoir ces coups mortels. Toutes les expertises médico-légales ont souligné le fait que le corps ne présentait pas de traces de défense. La victime aurait donc été agressée par surprise. Il était peut-être endormi ou il n'était peut-être pas, en tout cas dans une situation de réagir et de se défendre, ce qui semble plus compatible avec les constatations du médecin légiste. Donc on a plutôt un sentiment de règlement de compte, quelqu'un à qui on en veut et qu'on vient prendre à un moment où il est affaibli ou incapable de se défendre et qu'on tape avec une violence tout à fait extraordinaire. Quelqu'un aurait peut-être pu profiter de son état, à mon sens.
ça ne pourra jamais être Gadzhar. Jamais. Si quelqu'un a eu des mauvaises intentions envers Stéphane, c'est forcément quelqu'un de l'extérieur, qui ne soit pas des nôtres. Les policiers vont alors s'intéresser aux vigiles de la soirée et à leur altercation avec Stéphane Camogne. Au départ, les vigiles vont être plutôt sur la minimisation de l'incident. Comme on essaye de comprendre ce qui a pu se passer et justifier tout ça, finalement, il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas fait énormément de commentaires, ils ont été plutôt taiseux, on va dire, comme s'ils étaient embarrassés et comme s'ils craignaient d'être mis en cause dans cette histoire. On a le sentiment d'avoir des témoignages arrangés ou en tout cas un petit peu rafistolés. C'est pas cohérent de laisser ce gamin sortir de l'école. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et on retombe sur cette loi du silence. On se demande si cette loi du silence ne s'étend pas aussi aux vigiles. Les policiers n'obtiennent pas plus d'informations sur l'altercation de Stéphane Camogne avec les vigiles. C'est alors qu'ils ont connaissance d'un élément troublant. L'étude de la téléphonie de la victime révèle que le téléphone portable du jeune homme a activé des bornes proches de l'école jusqu'à 8h25 le dimanche matin. Et c'est à 7h seulement qu'il a arrêté d'émettre. Et donc si son téléphone marchait encore à 8h25, c'est que Stéphane ne s'est pas retrouvé dans le canal avant 8h25. Pourquoi? Parce que ça s'est avéré, un téléphone qui tombe dans l'eau, même protégé par une veste, il arrête de marcher quasiment immédiatement. Mais de 4 à 8h25, où était-il? Et que faisait-il? Était-il encore vivant ou mort? Ça reste quand même un mystère. C'est vraiment une zone d'ombre importante dans l'enquête qui n'a jamais été élucidée à ce jour. C'est la diffusion d'un article de presse sur la disparition du Gadzhar qui va faire rebondir l'enquête. Un lecteur découvrant l'histoire du meurtre va spontanément contacter les parents de Stéphane Camogne. Livreur de journaux, il déclare être passé la nuit de l'agression dans les rues de l'Ensam vers 5h du matin, à l'endroit même où Stéphane a été vu pour la dernière fois. Ce que j'ai vu vers 5h du matin, un attroupement, rue de la Rochefoucauld, et puis là, l'attroupement de Gadzhar est très excité. Et donc j'ai fait demi-tour en haut de cet attroupement parce que je n'ai pas voulu prendre de risque de me faire agresser. Cet homme, qui préfère aujourd'hui témoigner anonymement, ajoute un élément important. Parmi les personnes, il y avait on va dire, un bout de bois qui surplombait toutes ces personnes. Et donc là, je me suis dit, tiens, ce que c'est qu'ils ont là, ça ressemblait à une pelle à pain pour moi. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est que c'est un peu comme une grande cuillère en bois. Il nous parle d'une cuillère en bois de la hauteur d'un homme. C'est là que j'ai percuté en disant, mais oui, effectivement, c'était certainement leur symbole, quoi. Le symbole auquel fait allusion le témoin s'appelle chez les Gadzhar une clé d'ex. En recherchant, on va se rendre compte que chaque promotion a ce qu'on appelle une clé d'ex, c'est-à-dire un espèce d'ouvrage d'art qui pèse un certain poids souvent et qui est en bois et qui peut ressembler effectivement à ce qu'il nous décrit. Est-il possible que l'objet que le groupe de Gadzhar, alcoolisé et agressif, avait en sa possession soit une clé d'ex? La clé d'ex, généralement, est exposée durant le bal des Fignos, qui est disponible et que tout le monde peut regarder et contempler durant cette cérémonie. Elles sont dans un coin d'une salle, mais elles ne sont pas du tout déplacées, c'est lourd, c'est encombrant et ça ne se transporte pas facilement. Sur les photos prises lors du gala des Fignos, nous avons découvert qu'il y avait bien ce soir-là une clé d'ex dans les locaux de l'Ensam. Mais un autre objet a attiré notre attention. Ceci est une zatouille, selon le vocabulaire des Gadzhar. Le témoin a parlé d'une pelle à pain. Était-ce en réalité une grande cuillère en bois? Est-ce l'objet contondant qui a blessé Stéphane Camogne? Pour Maître Herman, aucune piste ne doit être négligée. À ce stade de l'enquête, on peut tout imaginer. En tous les cas, c'est un objet qui n'est pas habituel, qui peut blesser. Que cet objet a été sorti de l'enceinte de l'école par des jeunes qui avaient l'air de faire du raffut. Voilà, après c'est l'objet de l'enquête de travailler sur cette hypothèse comme sur d'autres. Jean-Marc, il a fallu attendre 3 expertises médico-légales pour envisager que Stéphane soit mort sous les coups d'un agresseur. On est maintenant bien loin de l'hypothèse de départ selon laquelle il aurait pu chuter ivre d'un pont en se penchant ou en urinant. Oui Arnaud, une enquête, c'est souvent comme ça, c'est pas une autoroute qui conduit tout droit à la vérité.
faut emprunter des chemins de traverse, ça ressemble plus à un labyrinthe, il faut savoir se remettre en question. Ce qui est important avec cette troisième expertise, c'est qu'elle accrédite l'hypothèse d'un homicide volontaire. Alors le témoignage du livreur de journaux est bien sûr très important car il atteste de la présence dans les rues la nuit des faits d'un groupe d'individus agressifs. Bien sûr, il est essentiel, ce témoignage. Il se peut que Stéphane Camogne, dans son errance, ait croisé ce groupe d'individus agités, d'individus excités, des mots ont été échangés, et puis ces mots se sont terminés en bagarre. En revanche, je ne crois pas du tout à l'utilisation de la zatoue, cette grande cuillère, comme arme du crime. C'est un instrument beaucoup trop lourd, beaucoup trop encombrant, beaucoup trop volumineux pour pouvoir porter des coups mortels. Il serait bien évidemment très important de réussir à identifier ce groupe. Nous savons à ce sujet que les investigations se poursuivent et nous avons appris que le livreur de journaux avait été entendu une nouvelle fois par les policiers, preuve que son témoignage retient particulièrement leur attention. Bien sûr qu'il va falloir identifier ce groupe d'individus, mais ça ne va pas être si facile que ça. Il y avait 2000 participants à cette soirée, c'était il y a quelques années, en 2008. Tous ces participants, la plupart d'entre eux sont devenus des ingénieurs. Et les ingénieurs compétents, qualifiés, ça peut travailler aux quatre coins du monde. Ça ne va pas être si facile que ça de les retrouver, de les localiser, et d'aller les entendre ou de les faire venir. Il y a un autre élément qu'il faudrait éclaircir, c'est cette histoire de téléphone. On découvre que le portable de Stéphane Camogne a cessé d'émettre à très exactement 8h25, soit près de 5 heures après sa sortie de la fête. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette information ? On sait que le téléphone de Stéphane Camogne était dans sa poche. On peut donc en déduire que le corps de Stéphane n'a pas été immergé avant 8h25. Alors la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre 3h30, heure à laquelle on le voit sortir de l'école, et 8h25. Est-ce qu'il était seul ? Est-ce qu'il était accompagné ? Est-ce qu'il était mort ? Est-ce qu'il était vivant ? On peut faire un tas de suppositions, mais ça n'a pas grand sens, parce qu'Arnaud, une enquête, ça ne se bâtit pas sur des faits supposés, ça se bâtit sur des faits avérés. Quand le corps de Stéphane Camogne a été repêché, tout le monde pensait à la noyade accidentelle d'un jeune homme éméché. Tout le monde pensait à un triste fait divers, comme il en arrive malheureusement très régulièrement dans de nombreuses villes en France. L'enquête sur le décès de Stéphane Camogne éclaire d'un nouveau jour tous ces drames qualifiés peut-être un peu vite d'accidents. Depuis le décès de Stéphane Camogne, près de 30 corps de jeunes hommes ont été repêchés en France dans des fleuves, des ports, des rivières ou des canaux. Depuis 2009, 6 individus ont été retrouvés morts à Lille, dans la Deule. En décembre 2010, à Nantes, 2 jeunes hommes ont été repêchés à une journée d'intervalle dans la Loire. Et à Bordeaux, la Garonne a charrié 6 cadavres entre juillet 2011 et juin 2012. Les victimes avaient en moyenne 24 ans. Toutes ont disparu en sortant d'une soirée entre amis. Les avocats des parents de Stéphane Camogne recensent avec attention tous ces mystérieux décès. Évidemment, je garde tous les articles sur ces autres noyades qui vont faire malheureusement la une, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Lille. Il y en a d'autres encore que j'ai suivies. Parce que ça faisait déjà quelques années que je voyais ces jeunes qui pouvaient mourir dans l'eau après à la sortie de soirée. Je me disais qu'il y avait peut-être à s'intéresser à ce phénomène-là. À chaque fois, les victimes avaient consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Une sortie de bar, c'est la libération d'individus potentiellement vulnérables qui ont perdu leur capacité d'abord à se défendre et leur capacité d'autocritique dans la relation qu'ils vont nouer avec autrui. Est-ce que les victimes ont été agressées? Ont-elles chuté accidentellement? Pour Maître Herman, la justice ne se donne pas les moyens de répondre à ces questions. La mesure de la gravité de ces dossiers-là n'est pas forcément prise et on sait qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont classés très très vite parce qu'on s'en débarrasse, parce que c'est pas bon pour les statistiques, c'est pas bon, on n'a pas envie de s'y intéresser, c'est compliqué, ça demande des efforts. Toutes les victimes ont été autopsiées. À chaque fois, les médecins légistes ont conclu qu'elles s'étaient noyées. Mais pourquoi? Dans quelles circonstances? Comment? Impossible de répondre à ces questions. Les autopsies sont souvent des autopsies qui ne montrent pas grand-chose. Vous poussez quelqu'un dans un fleuve sans forcément lui infliger des violences caractérisées, vous ne trouverez rien d'autre que des signes de chute ou de noyade, sans phénomène de violence qui vous permettent de dire on l'a poussé ou on l'a pas poussé. Et ça, c'est très compliqué. Nous avons rencontré à Bordeaux Sylvie Zeka. Cette femme est la mère d'une des victimes de la Garonne. Le corps de son fils Vincent a été repêché le 27 mars 2012, 23 jours après sa disparition. À partir du moment où le corps de Vincent est retrouvé, sans poignard dans le ventre, sans quoi que ce soit, sans trace, à partir de ce moment-là, pour eux,
Pour la police, c'est un accident, hein, point final. Hein. Sylvie Zeka a pu visionner les vidéos des caméras de surveillance du centre-ville de Bordeaux. Elle a vu son fils errer dans les rues après son dîner au restaurant. Elle l'a vu entrer dans un parking et ressortir avec une démarche très étrange. Je trouve complètement perdu, drogué, le regard hagard. Qu'est-il arrivé au jeune homme? Sur les images vidéo, Sylvie Zeka a l'impression que son fils a peur et qu'il est suivi. Ce qui est sûr, c'est que la carte bleue de Vincent a été utilisée au milieu de la nuit. 200 € ont été retirés. Pourtant, aucun billet n'a été retrouvé dans les poches de la victime. Qui a volé Vincent Zeka? Le voleur s'est-il fait tueur? Et surtout, comment Vincent a-t-il rejoint les berges de la Garonne? Je le vois arriver vers la place de la Bourse. Il est du côté du trottoir où se trouve la fontaine. Par rapport à la Garonne, il faut qu'il traverse les deux voies, qu'il traverse tout le côté qu'on appelle le miroir, pour arriver à la rambarde. Les barrières sont faites de telle manière qu'il faut vraiment être en pleine forme pour pouvoir les escalader. Plus aucune caméra de la ville ne va enregistrer l'image de Vincent à partir de 5 h du matin. Aujourd'hui, ses parents cherchent à relancer l'enquête sur les circonstances mystérieuses de sa disparition. Ce combat rappelle celui de Jeannette et Samuel Camogne. C'est un combat contre le silence de la justice et contre les évidences trop vite admises. Pourtant, pour le psychiatre Fabien Oba, ces soi-disant accidents sont peut-être bien des meurtres. On peut tout prendre en compte et tout imaginer, y compris effectivement que quelqu'un sévisse et puis pousse quelqu'un dans un fleuve parce qu'il est particulièrement vulnérable et parce que l'auteur est un peu tordu, psychotique, voire pervers, avec un rituel comme ça qu'il accomplit de manière un peu répétitive et immuable. Peut-on faire un lien entre toutes ces affaires de noyés? Est-ce que des meurtres se cachent derrière ces soi-disant accidents? Les avocats des parents de Stéphane Camogne n'excluent pas qu'il faille un jour rapprocher ces dossiers. Alors on nous reproche souvent à nous de voir des serial killers partout, mais on n'est pas à l'abri de liens entre les affaires. Vous savez, les liens, ils paraissent toujours étonnants parce qu'on dit géographiquement, etc. Il faut savoir que les tueurs se déplacent. Enfin, il faut arrêter de penser qu'un tueur reste dans son immeuble. Hein. Ils ne sont pas si bêtes que cela. Donc on peut avoir des déplacements. Et ça serait normal que les enquêteurs se mettent en contact, en relation avec les enquêteurs, par exemple de Lille ou de Bordeaux. Je ne suis pas convaincue qu'ils l'aient fait. Ce qui est sûr, c'est que si un jour on élucide l'affaire Stéphane Camogne, on va reconstituer le parcours des personnes qui éventuellement qui ont pu, je dirais, tuer Stéphane Camogne. Et dans ce cas-là, on verra. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces décès de jeunes hommes sortant de soirée? On a entendu le docteur Oba dire qu'il était impossible de déterminer lors d'une autopsie si la victime avait chuté seule ou si elle avait été poussée par quelqu'un. Pensez-vous que certains de ces décès sont des meurtres déguisés en accidents? C'est vrai que quand il y a des accidents qui se ressemblent, on doit en chercher là où les causes. Là, il y en a une première qui s'impose, elle est d'ordre urbanistique et sociologique. Ces quais, qui autrefois étaient bordés d'entrepôts plus ou moins désaffectés, étaient déserts. Ces entrepôts aujourd'hui ont été aménagés en bars, restaurants, discothèques, sont des lieux festifs qui attirent des jeunes, surtout la nuit, avec tous les risques que cela comporte. Est-ce que vous croyez, comme le sous-entend Maître Herman, que la répétition des faits pourrait aussi s'expliquer par la présence sur les lieux d'un ou plusieurs individus poussant des victimes ivres dans les fleuves? Ça voudrait dire qu'il y aurait un serial killer pousseur. C'est vrai que quand il y a des décès dus à des causes similaires, des décès en série dans les grandes villes, c'est une hypothèse à envisager. Mais de là à penser qu'un tueur se transporte de Lille à Bordeaux en passant par Nantes pour pousser des jeunes gens à la nuit dans l'eau, j'ai beaucoup de mal à y croire. Pendant très longtemps en France, on a cru que les tueurs en série ne sévissaient pas sur notre territoire. Il a fallu attendre l'arrestation de Guy Georges, de Francis Holm ou de Michel Fourniret pour réviser nos positions. Est-ce que cette fois-ci encore, on n'a pas tort de refuser d'envisager que pourquoi pas un tueur en série puisse tuer dans nos villes avec comme mode opératoire le fait de pousser ses victimes dans l'eau? C'est vrai qu'on a eu du mal à admettre l'existence de tueurs réitérants, comme on les appelle chez nous, malgré l'existence du docteur Petiot, de Landru. Mais l'imagination criminelle, elle est sans limite. Seulement, dans ce cas d'espèce, on n'a pas d'exemple, ni en Europe, ni dans le monde, de tueurs qui agissent avec un tel mode opératoire. Il y a une hypothèse que nous n'avons pas encore évoquée,
croyez-vous possible que Stéphane Camogne ait été la victime d'un crime raciste? C'est pas impossible, on ne peut pas l'exclure, mais ça ne repose actuellement sur rien. Enquêter à partir de cette hypothèse, ça serait un peu mettre la charrue avant les bœufs, chercher le mobile avant de chercher l'auteur. C'est une hypothèse qui ne repose sur rien, sur aucun témoignage. Si encore le marchand de journaux avait entendu des injures racistes du genre « sale noire », bien sûr que l'enquête devrait s'orienter dans ce sens, mais là, c'est absolument pas le cas. L'enquête sur le décès de Stéphane Camogne avance doucement, expertise après expertise, audition après audition. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous maintenant? Je sais que la partie civile réclame l'expertise de la voiture de Stéphane et ça n'a pas encore été fait. Pourtant, ça mériterait de l'être parce que des années après, on peut retrouver de l'ADN. On ne sait pas si cette voiture elle est restée stationnée au même endroit sur le parking de l'école. On ne sait pas si le tueur ne s'en est pas servi. On ne sait pas si elle n'a pas servi à transporter le corps de Stéphane. En réalité, il reste encore plein de choses à faire. Car on ne sait toujours pas ni où, ni comment, ni pourquoi, et encore moins par qui Stéphane a été tué. Pourquoi il est mort? Comment Stéphane est mort? Je ne comprends pas. Se poser cette question en longueur de journée, en se levant le matin, en se couchant, c'est dur. Ma propre vie s'est arrêtée. Les avocats des parents de Stéphane Camogne sont déterminés à faire éclater la vérité. Le propre de notre travail à nous, c'est l'acharnement. On est arrivé à élucider des affaires 20 ans, 25 ans après. Nous ne lâcherons pas l'affaire. Nous pensons que la vérité se trouve quelque part à Châlons. Je pense que le nom du ou des coupables, parce que je ne suis pas convaincue que ce soit une personne seule, à mon avis, est dans le dossier ou dans sa périphérie, ça c'est clair. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui savent. Ceux qui étaient là, au moins pour une bonne partie, savent ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si on veut trouver les coupables, on va le savoir. Quand Stéphane a perdu la vie, l'existence de ses proches a été brisée à jamais. C'est déjà difficile de perdre un membre de sa famille. À plus forte raison quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est un sentiment de gâchis. Un sentiment d'injustice. Je suis une Africaine. L'Afrique, la retraite, c'est les enfants. La santé, c'est les enfants. Stéphane est parti. C'était ma canne de la vieillesse. On me l'a brisé. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Quand je dis que Stéphane est ma canne de la vieillesse, quand je vois une dame vieille, que je vois un monsieur, 60 ans pour tenir une main de 90 ans, qui dit « Maman », mes larmes coulent. Je dis « Moi, demain, qui me fera ça? Qui pourra me faire ça? Qui me tiendra la main? » Dans cette affaire, les experts se sont contredits et les enquêteurs ont cherché dans leurs différentes conclusions le chemin de la vérité. Stéphane Camogne avait 24 ans. Il terminait une année formidable, son diplôme d'ingénieur en poche, son premier emploi décroché et la conscience vive et fière de sa future réussite professionnelle. Les parents de Stéphane Camogne nous ont confié avoir élevé leur fils avec bonheur et facilité. C'est après sa mort qu'ils ont appris à se battre pour lui. Se battre pour ne plus jamais entendre que leur fils unique est mort dans un accident, un triste mais banal accident. Se battre pour que la mort de leur enfant ne reste pas impunie. Bonsoir.